Les États-Unis viennent de frapper l'île iranienne de Karg. La réponse de l'Iran pourrait choquer Washington. Il y avait une ligne rouge que les stratèges iraniens avaient tracée bien avant le début de cette guerre. Une ligne que personne à Téhéran n'avait besoin d'écrire noir sur blanc parce qu'elle était inscrite dans la géographie et dans l'histoire de la République islamique. Cette ligne s'appelait Karg. L'île de Karg, bande de terre broussailleuse posée dans le nord du golfe Persique à 25 km des côtes iraniennes, est bien plus qu'un terminal pétrolier. Elle est le cœur économique battant d'un pays de 90 millions d'habitants. Elle représente 90% des exportations de pétrole brut iranien. Frapper ses défenses militaires, approcher sa terminaison pétrolière, s'introduire dans cet espace souverain avec des bombes guidées, c'était franchir une frontière que le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, avait formulée sans ambiguïté la veille même de l'attaque. Si les États-Unis frappent les îles iraniennes du Golfe, l'Iran abandonnera toute retenue. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait. On continue. Trump a frappé Karg le vendredi 13 mars 2026, 15e jour d'une guerre qui n'avait pas encore produit la capitulation promise. Il a annoncé lui-même, avec le style typographique qui lui sert de communication internationale, que l'armée américaine avait mené l'un des raids aériens les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient et totalement détruit toutes les cibles militaires sur l'île. Il a ajouté, dans la même publication sur Truth Social, qu'il avait choisi de ne pas détruire les infrastructures pétrolières, mais qu'il reconsidérerait immédiatement sa décision si l'Iran interférait avec la libre circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Une menace enveloppée dans une grâce, une balle tirée juste à côté de la tempe pour que la victime sente l'air du projectile avant d'entendre le message. Washington croit que cette retenue calculée, cette violence partielle volontairement incomplète, va contraindre Téhéran à la raison. Washington pourrait avoir tort. Et la réponse iranienne qui se prépare dans les heures et les jours qui suivent cette frappe risque de produire exactement l'inverse de l'effet escompté. Pour comprendre pourquoi la frappe sur Karg est une escalade d'une nature radicalement différente des bombardements des 2 premières semaines, il faut d'abord comprendre ce que représente cette île dans l'économie politique de la République islamique et dans l'histoire de ces guerres. Karg n'est pas une installation militaire ordinaire. Elle n'est pas un entrepôt de missiles ou une base de gardiens de la Révolution parmi d'autres. Elle est la colonne vertébrale financière d'un pays qui a survécu à 4 décennies de sanctions, précisément parce que le pétrole qu'elle exportait lui permettait de maintenir une économie fonctionnelle malgré l'isolement. Les Iraniens savent ce que signifie se battre pour Karg. Pendant la guerre contre l'Irak dans les années 1980, l'île avait subi de lourds bombardements entre 1982 et 1986, des frappes qui avaient détruit une grande partie de ses infrastructures et forcé l'Iran à reconstruire ses capacités d'exportation pétrolière depuis les ruines. L'Iran avait survécu. Il avait reconstruit. Et il avait appris quelque chose d'essentiel sur sa propre résilience. Karg peut souffrir, mais Karg ne plie pas une nation. C'est cette mémoire que Washington n'a pas intégrée dans ses calculs. Les planificateurs d'Epic Fury ont vu dans Karg un levier de pression économique ultime, une carte qu'il suffisait d'agiter pour obtenir la capitulation d'un régime supposément fragile. Ils ont vu une caisse enregistreuse qu'il suffirait de menacer pour que les clients renoncent à résister, mais ils n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir que menacer la caisse enregistreuse d'une nation qui a précisément traversé 45 ans de sanctions économiques, c'est menacer quelqu'un avec la pauvreté après qu'il a passé sa vie entière à apprendre à survivre dans la pauvreté. Ce type de menace ne produit pas de la capitulation, il produit de la rage. L'Iran avait vu venir cette frappe. Les images satellites, analysées par des experts depuis début février 2026, montraient une réduction progressive du niveau de remplissage des réservoirs de stockage sur l'île. Mi-janvier, 27 réservoirs étaient pleinement utilisés. Au 7 mars, avant la frappe, il n'en restait que 9. L'Iran avait vidé méthodiquement ses stocks de Karg dans les semaines précédant la guerre, anticipant exactement la frappe qui est tombée vendredi soir. Ce n'est pas le comportement d'un pays surpris par l'attaque. C'est le comportement d'un pays qui avait planifié le scénario de l'attaque sur ces îles et qui avait pris ses précautions logistiques avant même que la première bombe ne tombe le 28 février. Quand la frappe est arrivée, les puits les plus précieux étaient déjà partiellement préservés. Et selon l'agence de presse iranienne Fars citant des sources présentes sur le terrain, aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée lors de l'attaque. Ce que Trump a frappé ce vendredi, ce sont des installations militaires adjacentes,
la base navale, Joshan, la tour de contrôle de l'aéroport, le hangar à hélicoptères de la Continental Shelf Oil Company. 15 explosions ont été entendues. Mais le terminal d'exportation, le vrai cœur de Carg, est intact. Les médias américains proches de l'administration ont couvert la frappe comme une démonstration de force décisive. Fox News, sous la plume de son présentateur Jesse Waters, a décrit l'opération comme un coup de semonce, une balle de brushback en termes de baseball américain, un avertissement donné dans la langue que les Iraniens comprennent. Le discours officiel américain est structuré ainsi depuis le premier jour. Chaque frappe est présentée comme la plus puissante, la plus précise, la plus décisive de l'histoire. Chaque communiqué du CENTCOM parle d'une dégradation exponentielle des capacités iraniennes, de missiles dont le volume a baissé de 90%, de drones réduits à 5% de leur capacité initiale, d'une industrie balistique entièrement détruite en 2 semaines. Si tout cela était vrai, la guerre serait terminée depuis une semaine. Elle ne l'est pas. La réalité que ces chiffres triomphalistes cachent est celle que révèlent les faits vérifiables. Le Brent continue de s'échanger autour de $100 le baril au 15e jour. Les transits quotidiens de pétroliers dans le détroit d'Ormuz sont tombés à moins de 10 navires par jour selon les données d'Acled, contre une moyenne de 84 en 2026 avant la guerre. Des explosions ont été entendues à Doha, la capitale du Qatar, au petit matin du samedi 14 mars, forçant l'évacuation de certaines zones stratégiques. L'Iran continue de frapper les infrastructures énergétiques des pays du Golfe, et les gardiens de la révolution affirment avoir abattu 111 drones ennemis depuis le début du conflit, un chiffre qui parle d'une défense encore opérationnelle, pas d'une armée en déroute. La propagande de la victoire américaine trouve sa limite la plus embarrassante dans les propres aveux de Trump. Le même vendredi où il annonçait le raid historique sur Karg, Trump admettait à la radio Fox News que le renversement du pouvoir par le peuple iranien, espéré dans la foulée du déclenchement de la guerre, ne se produirait peut-être pas immédiatement. Cette formulation si pudique qu'elle en deviendrait presque comique si le contexte n'était pas aussi grave, constitue l'abandon silencieux de l'objectif central qui avait justifié l'opération devant l'opinion américaine et internationale. L'idée que les Iraniens se soulèveraient spontanément contre leur régime dès que les bombes américaines commenceraient à tomber n'a pas résisté à 2 semaines de réalité. Les foules qui remplissaient les avenues de Téhéran le vendredi 13 mars, malgré la pluie, malgré les sirènes, malgré plus de 1200 morts civils iraniens, n'étaient pas des foules réclamant la fin du régime. Elles marchaient avec le portrait de Mojtaba Khamenei et scandaient leur résistance. Ali Larijani, chef de la sécurité et l'une des figures les plus influentes de la direction iranienne, était apparu ce même matin au cœur de Téhéran aux côtés du président Pezeshkian. Il participait à une manifestation pro-gouvernementale que les médias occidentaux avaient tenté de minimiser avant que l'agence AFP ne confirme qu'elle remplissait de grandes artères de la capitale. Larijani a prononcé une phrase qui mérite d'être répétée dans sa totalité parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur la dynamique de ce conflit. Le problème de Trump, c'est qu'il ne comprend pas que le peuple iranien est une nation courageuse, une nation forte, une nation déterminée. Plus il accentuera sa pression, plus la détermination de la nation se renforcera. Ce n'est pas une déclaration de façade destinée à sauver les apparences. C'est le constat empirique de ce qui se passe lorsqu'on bombarde un peuple qui a passé sa vie entière à être la cible d'un embargo économique, qui a perdu des centaines de milliers d'hommes dans une guerre contre l'Irak financée par l'Occident dans les années 1980 et qui voit maintenant ses musées, ses palais historiques, son patrimoine millénaire souffrir sous les bombes. Le ministère iranien du patrimoine culturel a signalé des dégâts dans au moins 56 musées et sites historiques à travers le pays. Le palais du Golestan à Téhéran, comparable à Versailles pour son importance culturelle et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été touché. Quand on bombarde Versailles, on ne crée pas des collaborateurs, on crée des résistants. L'administration américaine, embarrassée par cette réalité, a lancé ce vendredi une prime de 10 millions de dollars pour des informations permettant de localiser 10 des plus hauts dirigeants iraniens, dont Mojtaba Khamenei et Ali Larijani. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a déclaré publiquement que Mojtaba Khamenei était probablement défiguré suite à une blessure lors d'un bombardement. Ces 2 informations, la prime et la déclaration sur l'état physique du guide, méritent d'être lues ensemble parce qu'elles forment un tableau. Une puissance militaire qui offre 10 millions de dollars pour savoir où se trouvent ses ennemis ne sait pas où ils sont. Une puissance militaire dont le secrétaire à la défense spécule en public sur le fait que le chef adverse est probablement défiguré n'a pas de confirmation.
et une communication qui repose sur les mots probablement et peut-être dit que les certitudes affichées masquent une ignorance opérationnelle que les satellites de haute résolution et les milliards de dollars de renseignements n'ont pas comblée. Dans ce contexte, la frappe sur Karg et la menace de détruire les terminaux pétroliers si l'Iran continue d'entraver Hormuz forment ensemble quelque chose que les stratèges américains devraient avoir appris à reconnaître, mais qu'ils reproduisent avec une constance déconcertante. L'escalade de désespoir. On bombarde plus fort quand on n'obtient pas ce qu'on voulait avec les frappes précédentes. On menace ce qu'on hésitait à menacer parce que les menaces moins graves n'ont pas produit leur effet. On déploie plus d'actifs, l'USS Tripoli depuis le Japon avec ses 2500 Marines et ses F-35B, les 2 porte-avions déjà présents, les chasseurs de mines avancés, tout cela parce que la situation n'est pas résolue et qu'il faut montrer une progression. Mais cette accumulation de moyens dans la région dit aussi quelque chose sur le détroit d'Ormuz que le chef d'état-major américain Dan Kane a admis avec une franchise inhabituelle lors d'une conférence de presse. Rouvrir le détroit est un environnement tactiquement complexe. Et d'autres actions militaires seront nécessaires avant de pouvoir envisager les escortes de pétroliers. Cette formulation est celle d'un général qui ne sait pas encore comment résoudre un problème et qui achète du temps pour trouver la réponse. Ce que Washington peine à intégrer, c'est que la frappe sur Karg n'a pas seulement franchi une ligne rouge militaire. Elle a franchi une ligne rouge psychologique et politique dont les conséquences vont au-delà de la géographie du Golfe. Ghalibaf avait été explicite. Frapper les îles iraniennes signifie l'abandon de toute retenue. Cette déclaration n'était pas une formule rhétorique. Elle décrivait une décision politique déjà prise, une posture déjà choisie, un seuil déjà défini à Téhéran. Et maintenant que ce seuil a été franchi par les bombes américaines du vendredi soir, la question n'est plus de savoir si l'Iran répondra différemment de ce qu'il faisait jusqu'à présent. La question est de savoir à quelle vitesse et avec quelle intensité. L'Iran dispose encore de cartes qu'il n'a pas jouées. Il n'a pas frappé les infrastructures pétrolières des pays du Golfe à leur pleine capacité, se limitant jusqu'ici à des frappes sur des aéroports, des bases militaires et des installations adjacentes. Mais il a répété à plusieurs reprises, et avec une cohérence qui mérite d'être prise au sérieux, que si ses propres infrastructures pétrolières étaient touchées, il ciblait toutes les infrastructures pétrolières de la région du Golfe. Ces mots, dans la bouche de Mojtaba Khamenei, lors de son premier message public, n'étaient même pas une improvisation. Il constituait un avertissement stratégique. Attaquer Karg pour de vrai, et le pétrole saoudien, le pétrole des Émirats, le pétrole du Qatar brûlent avec nous. La mutuelle assurance de destruction économique comme doctrine de dissuasion asymétrique. Les terminaux pétroliers des pays du Golfe représentent une capacité d'exportation combinée qui dépasse de plusieurs fois celle de l'Iran seul. Leur destruction ou même leur dégradation sérieuse provoquerait une crise énergétique mondiale d'une ampleur que le monde n'a pas connue depuis le premier choc pétrolier de 1973 et probablement plus sévère. Le Brent à $100 le baril aujourd'hui est déjà inconfortable pour les économies mondiales. Le Brent à 150 ou 180 dollars après des frappes sur les terminaux saoudiens Ras Tanura ou sur les installations d'exportation Emirati serait une catastrophe économique globale dont les répercussions politiques dans les pays occidentaux dépasseraient de loin tout ce que les gouvernements ont géré depuis des décennies. Et c'est précisément pourquoi les pays du Golfe regardent ce qui s'est passé à Karg vendredi avec une terreur froide, pas une solidarité américaine. Pour les gouvernements de Riyad, d'Abu Dhabi, de Doha, la frappe sur Karg est un signal que l'escalade américaine n'a pas de plafond clairement défini. Si Washington a décidé de frapper l'île qui représente 90% des exportations pétrolières iraniennes, même sans toucher les terminaux eux-mêmes pour l'instant, le mouvement suivant dans cette logique d'escalade peut se produire à tout moment. Et si les Iraniens mettent à exécution leur menace de réponse symétrique sur les infrastructures de la région entière, c'est leur propre économie, leurs propres installations, leurs propres recettes souveraines qui brûlent. Les États-Unis leur avaient promis une sécurité qu'ils ne peuvent pas assurer. Ils leur ont garanti un conflit dont les coûts les plus lourds retomberont sur eux. Et maintenant, ils escaladent envers Karg en espérant que Téhéran reculera, exposant davantage des alliés qui perdent déjà 15 milliards de dollars par semaine et qui ont commencé à revoir leurs investissements aux États-Unis. L'Iran sort de la frappe sur Karg avec plusieurs atouts paradoxaux. Ces terminaux pétroliers sont intacts, ce qui invalide partiellement la prétention américaine d'avoir mené le raid le plus puissant de l'histoire du Moyen-Orient. Sa direction est visible. Larijani marche dans les rues de Téhéran un vendredi matin sous les bombes, Pezeshkian préside le gouvernement, le Parlement fonctionne.
Les 10 millions de dollars de primes américaines sur les 10 dirigeants iraniens les plus recherchés n'a pas encore produit une seule livraison, ce qui dit quelque chose sur la cohésion de la société iranienne face à l'adversité. Et la menace de l'abandon de toute retenue, désormais activée par la frappe sur Karg, donne à Téhéran une légitimité narrative pour les prochaines escalades qu'il choisira d'opérer. Cette légitimité narrative est aussi une arme. Les 135 nations qui avaient voté contre les opérations américaines à l'ONU n'avaient pas encore vu Karg frapper. Ils vont maintenant regarder ce qui se passe dans les prochaines 48 heures. Ils vont regarder si l'Iran répond, comment il répond, et ce que cette réponse provoquera dans les marchés pétroliers mondiaux, dans les flux d'approvisionnement énergétique, dans les prix que leur propre population paie à la pompe. Et la pression politique qui découlera de cette réalité économique ne sera pas dirigée vers Téhéran. Elle sera dirigée vers Washington. Trump a dit que les prix de l'essence chuteront rapidement une fois la guerre terminée. Mais la guerre n'est pas terminée. Elle entre dans une phase nouvelle, plus dangereuse, plus chargée de risques non contrôlés, dont personne dans les salles de situation de la Maison-Blanche ni du Pentagone ne peut prédire avec confiance l'issue. Le général Dan Kane a dit que les escortes de pétroliers dans Hormuz arriveraient très bientôt. Les experts militaires qui ont lu les déclarations précédentes de l'administration remarquent que très bientôt est devenue dans cette guerre une unité de mesure temporelle dont la durée réelle ne cesse d'augmenter. Et pendant que les délais s'allongent, le pétrole ne passe plus, les économies mondiales souffrent, les alliés du Golfe enragent, et l'Iran, qui avait vidé Karg avant même que la guerre ne commence, regarde les bombes tomber sur ses installations militaires et prépare en silence sa prochaine décision. Ce que Washington appelle un message, Téhéran l'appelle une permission. Analyse rédigée le 14 mars 2026. Source Radio-Canada, AFP, frappe Karg, déclaration Trump Truth Social, RTS, farce, aucune infrastructure pétrolière endommagée, déploiement USS Tripoli, la presse, AFP, Galibaf, toute retenue abandonnée, Larijani manifestation, 700-600 frappes Israël, Le Temps, 15 explosions, Trump probablement défiguré, Boursorama, AFP, évacuation Doha, escorte Hormuz, Investing.com, transit ACLED, 90%, Wikipédia FR, île de Karg, histoire 1980, réservoir vidé, Fox News Jesse Waters, script original, connaissance des énergies, les affaires. Il y a une dimension de cette frappe sur Karg que les commentateurs américains célèbrent comme une preuve de force, mais qui, regardée depuis Téhéran, ressemble davantage à un aveu d'impuissance. Si en 15 jours de bombardements intensifs, de 7600 frappes côté israélien et de centaines d'autres côté américain, l'Iran n'a pas capitulé, si le guide suprême n'a pas fui, si les gardiens de la révolution n'ont pas déposé les armes, si les foules de Téhéran marchent encore avec les portraits du nouveau guide dans les rues sous la pluie et sous les drones, alors frapper Karg est la reconnaissance que tout ce qui a précédé était insuffisant. Ce n'est pas la démonstration d'une stratégie qui fonctionne, c'est l'escalade d'une stratégie qui n'a pas fonctionné. Trump lui-même l'a admis entre les lignes ce vendredi en disant qu'il allait frapper l'Iran très fort la semaine prochaine. Pas qu'il allait finir ce qui était commencé, pas qu'il allait consolider une victoire, qu'il allait frapper encore plus fort. La gradation dans les frappes, de l'intensité initiale du 28 février à la 20% d'augmentation des frappes annoncée par Exet, à la frappe sur Karg présentée comme la plus puissante de l'histoire, à la promesse de frappe encore plus forte la semaine suivante, cette gradation est la trajectoire d'un pays qui cherche un seuil de douleur iranien suffisant pour provoquer la capitulation. Et cette trajectoire ne mène pas à la victoire rapide que Trump avait promise. Elle mène à une guerre plus longue, plus coûteuse, plus dangereuse pour tout le monde dans la région et pour l'économie mondiale. Les Marines embarqués sur l'USS Tripoli qui quittent le Japon pour rejoindre le théâtre d'opération, les F-35B capables de frapper des cibles terrestres, les forces spéciales à bord capables d'opérations amphibies, tout ce déploiement supplémentaire pointe vers une éventualité que Washington n'a pas officiellement annoncée, mais que la logique militaire de la situation rend de plus en plus difficile à éviter. Une opération terrestre dans le Golfe. Soit pour sécuriser les côtes du détroit d'Ormuz, soit pour tenter de neutraliser les positions iraniennes qui permettent d'attaquer les navires, soit pour quelque chose d'encore plus ambitieux que personne dans les capitales alliées ne souhaite nommer à voix haute. Une opération terrestre en Iran ou sur ses côtes est une autre catégorie de risque entièrement différente, une autre catégorie de pertes potentielles, une autre catégorie de réaction régionale. Et pendant que les navires américains convergent vers le Golfe, pendant que les Italiens et les Français sont en négociation avec Téhéran selon les informations circulantes à Washington, pendant que les Britanniques envisagent d'envoyer leurs navires pour des escortes de pétroliers, l'Iran continue.
Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré dans les heures qui ont suivi la frappe sur Karg que son organisation était prête à une longue confrontation avec Israël. Pas une confrontation courte à durée déterminée, une longue confrontation. Et les gardiens de la révolution ont tiré conjointement avec le Hezbollah des missiles et des drones sur Israël ce vendredi en réponse aux attaques américano-israéliennes, comme pour rappeler que l'addition des fronts n'est pas un inconvénient pour l'axe de la résistance, mais une caractéristique de sa doctrine de guerre. Karg a brûlé une fois dans les années 1980. L'Iran avait survécu, reconstruit et continué. Karg a de nouveau été frappé ce vendredi 13 mars 2026. Le pétrole, selon l'agence Fars, n'a pas brûlé. Et l'Iran, selon tout ce que les faits observables permettent de comprendre, ne plie pas. Ce que Washington interprète comme un avertissement progressif vers la capitulation, Téhéran le lit différemment. Chaque nouvelle frappe, chaque nouvelle menace, chaque nouvelle escalade valide un peu plus la conviction iranienne fondamentale, cet ennemi ne s'arrêtera jamais par lui-même. Il faut le contraindre à s'arrêter. Et pour le contraindre à s'arrêter, il faut lui rendre le coût de la guerre insupportable bien au-delà du coût que l'Iran lui-même supporte. C'est cette logique, froide, calculée, terrifiante dans ses implications, qui gouverne les prochaines décisions iraniennes depuis le quartier général souterrain où ses dirigeants planifient la suite. Trump a dit qu'il saurait que la guerre est terminée quand il le sentira dans ses os. L'Iran, lui, saura que la guerre peut se terminer quand les os de Trump lui diront quelque chose d'autre que la victoire. Partagez.